Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire autour de la réalité virtuelle au service de l'efficacité de la formation. Je vous propose d'attendre encore 2 minutes que tout le monde ait le temps de se connecter. Alors, est-ce que vous pouvez nous entendre? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Je vois une question qui nous dit que le son ne fonctionne pas. C'est bon, ça fonctionne, merci. Alors, bonjour à tous et donc bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre de la semaine de l'innovation et du digital RH organisée par Top Employer Institute. L'objectif de cette semaine est donc de vous fournir un petit peu de contenu et d'expérience de nos participants et de témoignages en fait qui vont pouvoir vous donner notamment du témoignage autour du digital et des ressources humaines. Alors, quelques mots pour le côté un peu technique de ce webinaire. Donc, ce webinaire sera enregistré. Donc, vous aurez, à l'issue de celui-ci, vous recevrez cet enregistrement. Et tout au long de ce webinaire, nous vous invitons à poser vos questions, puisque c'est aussi le lieu d'un échange interactif. Donc, posez vos questions dans la petite fenêtre qui apparaît sur votre écran. Nous aurons le plaisir d'y répondre à la fin. Nous avons consacré une dizaine de minutes pour les questions. Alors, je suis très heureuse d'animer ce webinaire. Je m'appelle Malvina Decorbier, je suis auditrice chez Top Employeur. Et donc, pour ce webinaire, je suis accompagnée de Brennan Lebihan, qui est responsable projet formation chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, un de nos participants depuis de nombreuses années, et Hugo Benzaïda, qui est responsable du Customer Success chez Uptail. Uptail, qui est une jeune société labellisée EdTech, qui est spécialisée dans la conception d'expériences apprenantes immersives gamifiées. Il vous en parlera d'ici quelques minutes. Mais avant de commencer et de partager leur expérience, ce que je vous propose, c'est quelques mots sur le Top Employer Institute et quelques mots d'introduction aussi sur les tendances des top employeurs en France et de leurs pratiques en matière de formation et de digital. Donc, le Top Employer Institute est une autorité indépendante qui certifie en fait les pratiques de nos participants en fait à travers une méthodologie unique de validation des pratiques RH à travers le monde. Donc, les entreprises qui sont certifiées Top Employer sont reconnues pour leurs pratiques en matière de ressources humaines. Aujourd'hui, pour l'année 2020, donc ce sont presque 1700 entreprises qui ont été certifiées Top Employer à travers le monde. Et donc, cette certification permet à leurs 7 millions de collaborateurs de bénéficier de conditions de travail parmi les meilleures. Le Top Employer Institute existe d'ailleurs depuis 28 ans maintenant. En France, en 2020, c'est 91 entreprises qui ont été certifiées Top Employer. La certification Top Employer est un moyen pour eux à la fois de valoriser leur marque employeur, mais aussi d'entrer dans une démarche d'amélioration continue de leurs pratiques, de veille et de challenge de leurs pratiques RH.
Donc, nous sommes fiers d'accompagner ces entreprises issues de grands groupes internationaux ou de TI. Donc, comme vous le voyez, les services, les secteurs représentés sont assez diversifiés. Donc, des services à l'industrie, de la banque à la pharmacie. C'est un panel assez représentatif des différentes, de la diversité, en tout cas, de nos top employeurs. Et donc, c'est l'analyse de leurs pratiques qui nous permet aujourd'hui de vous donner un aperçu des grandes tendances que nous avons pu observer en matière de formation et d'utilisation de la digitalisation. En tant qu'auditrice chez Top Employeur, nous avons donc une place privilégiée d'observateur. Et ce que nous avons pu constater ces dernières années, eh bien, c'est une augmentation très importante de l'utilisation du digital au service de la formation. Au service de la formation, tout simplement pour pouvoir aussi s'adapter aux nouveaux modes d'organisation, aux nouveaux usages, aux organisations qui fonctionnent de plus en plus de manière transversale et collaborative, et puis aussi de répondre à l'enjeu d'individualisation de la formation. Voici donc quelques chiffres que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, l'aspect technologique donc, au sein de l'offre de formation. Donc, 95% de nos top employeurs en France ont une offre de formation digitalisée via un portail de formation dédié. Donc, non pas que la formation en présentiel soit délaissée, au contraire, l'objectif, c'est plutôt d'intégrer ce présentiel à une offre plus complète, ce qu'on appelle le blended learning. Et donc, en matière de digital, ça va permettre d'intégrer des parcours de formation avec du e-learning, mais aussi des classes virtuelles, des sessions d'évaluation en ligne, des business cases ou du coaching en ligne. Voilà, donc un éventail beaucoup plus large en fait d'interactions et d'éléments de format de formation. Et puis l'autre élément, c'est également que le catalogue de formation s'enrichit de supports externes. Beaucoup de nos top employeurs ont recours à des plateformes comme LinkedIn Learning, Coursera ou Cross Knowledge pour élargir leur offre de formation. Parce que bien sûr, la formation doit répondre à des objectifs business, à la préparation aux compétences de demain, et que c'est un élément indispensable. Autre point, ça peut être aussi un élément différenciant pour certains employeurs qui vont communiquer justement sur les supports utilisés et les parcours de formation proposés dans leur offre de formation qui sont proposés par de grandes écoles ou de grandes universités. Autre tendance qui est celle de l'entreprise apprenante, où en fait les responsables formation vont permettre aussi aux collaborateurs de contribuer et de capitaliser sur leur savoir. Donc les top employeurs en France sont 76% à avoir créé une base de connaissances interne, une sorte de Wikipédia en interne pour partager les connaissances et les savoirs. Et ils sont 67% à avoir mis en place une communauté de formation digitale où là aussi la transversalité et le collaboratif ont leur place. Autre tendance, c'est dans la mise à disposition et l'accessibilité de la formation. Et là, c'est l'utilisation de la formation sur différents supports, différents formats. Donc, ils sont 78% de top employeurs aujourd'hui en France à proposer des supports de formation qui sont accessibles via différents devices, multi-devices, donc des formats plus courts, plus adaptés en fonction des outils qui vont être utilisés pour les lire. Et là, ça donne du coup une plus grande accessibilité à la formation à tout moment de la journée, n'importe où on se trouve, justement si on n'est pas forcément dans les locaux de l'entreprise. Et donc, cette modalité a fortement augmenté depuis les 5 dernières années. Autre tendance qu'on a pu observer chez nos top employeurs en France, c'est l'utilisation du micro-learning, des tutoriels, donc la formation en situation de travail, donc qui est disponible très, très rapidement et sur des formats très précis, très concis pour répondre à des points de résolution de problèmes très, très rapidement. Donc ça, c'est aussi en augmentation depuis un an, ça a doublé depuis un an. Donc ça peut être
une fiche technique en ligne sur un descriptif produit ou bien un tutoriel de résolution de panne ou de maintenance. Autre point, c'est également le recours aux collaborateurs pour former eux-mêmes, constituer eux-mêmes leur support de formation, les mettre à contribution en fait de l'élaboration des supports de formation. Et là, le digital va encore être un moyen très intéressant à développer pour valoriser les connaissances et partager ces connaissances. Donc, donner une caméra GoPro à un opérateur pour qu'il présente justement la mise en marche d'un équipement ou bien organiser un training lab en interne avec des moyens de diffusion et de montage de vidéos. Et dernier point, donc, qui est la gamification, l'utilisation de façon plus ludique et interactive de la formation à travers des challenges internes, le fait de gagner des badges, de se développer ainsi, et des simulations et des mises en situation via la réalité virtuelle, comme ça va être par exemple le cas de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France qui va vous présenter dans un instant. Donc, en conclusion, on voit une adoption assez large et rapide de la part des responsables formation du top employeur, certifié top employeur depuis ces dernières années. Une utilisation du digital qui va permettre d'accentuer la mise à disposition, la diversité des contenus et les modalités de formation. Rappelons néanmoins que donc le digital reste un moyen et pas une fin en termes de formation, même si voilà, ça démultiplie les occasions et que ça permet aussi de s'adresser à des populations ultra connectées de jeunes aujourd'hui. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Hugo pour vous présenter Uptail et la façon dont ils ont accompagné Saint-Gobain Distribution Bâtiment France dans leur expérience autour de la réalité virtuelle. Merci Malvina. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez et que vous voyez bien mon écran. Ok, alors pour commencer, je vais vous parler d'Uptail. Donc Uptail, c'est une start-up technologique française qui a été créée il y a un peu plus de 3 ans, dont la mission est de digitaliser les savoir-faire humains et de les diffuser à grande échelle. Pour ça, on a conçu une plateforme d'apprentissage immersif ou d'immersive learning pour les entreprises, donc pour les groupes de grande taille, qui leur permet de créer, diffuser, suivre des modules de formation en réalité virtuelle. Donc on a gagné un certain nombre de prix dans le milieu EdTech, on a des partenariats technologiques avec des sociétés comme Microsoft et Oculus, et aujourd'hui on est présent dans un certain nombre de secteurs de plus en plus larges. Vous le voyez en bas avec un certain nombre de nos clients sur la partie manufacturing, énergie, sur le retail, donc plutôt dans le milieu des services, dans l'automobile, dans les loisirs au sens large. Et pour vous donner une idée de l'impact qu'on a eu sur l'année dernière et ce début d'année, on atteint quasiment les 100 000 apprenants qui ont été formés par un module de réalité virtuelle Uptail. Je vais commencer par vous parler de l'immersive learning pour ensuite vous expliquer notre approche de cette nouvelle modalité. Je vais commencer par un concept très simple qui est la pyramide de l'apprentissage. Les informations clés à retenir, c'est que on va retenir 10 à 20% de ce qu'on lit et de ce qu'on entend. On va retenir environ 50% de ce qu'on regarde et de ce qu'on écoute, donc notamment sur des formats de formation présentielle les plus répandus. Et on va retenir jusqu'à 80% de ce qu'on vit. Et en fait, l'immersive learning, c'est vraiment d'essayer d'accentuer sur cette dernière partie, c'est de faire vivre des expériences à des apprenants pour qu'ils en retiennent un maximum d'informations. Je vous ai noté aussi en bas quelques KPI qui ont été sortis par PwC cette semaine, qui vient de sortir une étude sur l'impact de la formation en réalité virtuelle. Donc, les apprenants apprennent jusqu'à 4 fois plus vite, les formations sont rentables de 50%, et surtout les apprenants sont presque 3 fois plus confiants à mettre en pratique leur nouveau savoir-faire. Qui à retenir en 5 points vraiment sur l'impact de la formation en réalité virtuelle. Nous, on aime le résumer en ces 5 points. Le premier, c'est l'attention. C'est assez difficile aujourd'hui d'obtenir l'attention complète d'un apprenant lors d'une formation parce qu'on a beaucoup de distractions,
son téléphone, ses mails, les autres personnes dans la salle. Et en fait, quand on est en formation d'immersive learning, surtout lorsqu'on a un casque de réalité virtuelle, ben, on a une attention qui est quasiment de 100%, puisque l'apprenant n'a pas d'autre choix que de vivre la scène et d'interagir pour continuer à avancer. Ça va nous permettre d'avoir une attention complète et de faire des formations sur des temps courts, donc une dizaine de minutes, moins d'une dizaine de minutes, qui va maximiser vraiment la rétention des savoirs et qui va permettre de former assez rapidement et en parallèle un certain nombre de personnes. Le point, c'est l'expérimentation. C'est vraiment une approche terrain, une mise en pratique. L'immersive learning va mettre l'accent sur non seulement les connaissances, mais aussi les savoir-faire, les savoir-être. Donc, c'est une modalité qui ne vient pas remplacer les autres approches de formation, mais qui vient les compléter, qui vient compléter le présentiel, l'e-learning, le mobile learning, avec cet accès mise en pratique, acquisition de savoir-faire et de savoir-être. Le troisième point, c'est la motivation, hein. Donc Malvina en parlait. On a mis en place les principes de gamification dans notre outil. L'apprenant est le héros de sa propre formation et doit interagir pour aller jusqu'au bout. Il va gagner un certain nombre de points, d'étoiles. Il va essayer d'atteindre le score le plus à la fin de son module. Le quatrième point, c'est la répétition. En effet, on a le droit à l'erreur. L'apprenant est mis dans un milieu qui est à la fois sans jugement et sans danger. Donc, il va oser faire des erreurs et il va oser recommencer jusqu'à ce qu'il se sente à l'aise de mettre en application les nouveaux savoir-faire qu'il aura acquis. Le dernier point, qui est celui dont on aime le plus parler et mettre en avant, c'est vraiment l'émotion. L'émotion, c'est un facteur clé d'ancrage mémorial, hein. Donc, notre connaissance du cerveau nous montre que nos souvenirs les plus marqués sont liés à des émotions fortes. Et pour vous donner un exemple concret, on a des clients qui ont fait leur propre module en, en formant des apprenants à traverser par exemple des rails de train. Et donc selon le parcours choisi par l'apprenant, il va pouvoir se retrouver au milieu des rails et vivre la scène d'un train qui lui arrive dessus avec vraiment des photos d'un véritable environnement, le son, donc ça va vraiment lui générer une émotion de peur assez forte et on va pouvoir former de manière efficace sur des sujets qui sont parfois pas très sexy. Maintenant, j'aimerais vous parler de notre approche de l'immersive learning. Nous, on a fait le choix de ce qu'on appelle la réalité virtuelle en 360, c'est-à-dire qu'on va prendre des photos et des vidéos d'un environnement réel sur lequel on va ajouter des interactions. On a fait ce choix parce que c'est à la fois très réaliste, ça permet d'immerger le collaborateur dans un environnement qu'il va reconnaître. Et aussi, c'est très simple à faire. N'importe qui muni d'une caméra 360 du marché peut commencer à faire de la captation de savoir-faire sur son lieu de travail. Et on va augmenter ces photos, ces vidéos, ces médias d'interactions diverses, qui peuvent être des interactions assez classiques qu'on retrouve dans le e-learning, des textes, des photos, des vidéos, des quiz, et des interactions assez complexes telles que de la reconnaissance vocale, des commandes vocales ou de la manipulation d'objets 3D. Pour terminer sur notre solution, il faut vraiment savoir que c'est une solution complète pour la diffusion de l'immersive learning au sein d'un groupe, donc qui va comprendre à la fois une partie studio qui va permettre d'accompagner les créateurs sur leur storyboard, sur l'écriture du tout début de leur histoire, sur le tournage et aussi sur le montage de l'expérience. Donc c'est l'image que vous avez en bas à gauche. On va avoir vraiment une partie qui va être dédiée à la diffusion de ces modules sur tout type de support, donc sur des casques de réalité virtuelle de différents fabricants, sur smartphone, iPhone, Android, sur PC, sur le web directement. Et la dernière étape, c'est des analyses de données assez poussées. Donc, on va pouvoir bien sûr connaître le nombre de sessions, leur durée, les scores, mais aussi savoir pour chaque apprenant quel a été le parcours suivi, quelles ont été les interactions, où sont les endroits où son regard s'est posé pendant la formation. Pour terminer, je vous donne quelques exemples de cas clients, puisqu'en fait, notre solution, quand on la met dans les mains d'un groupe tel que les trois que vous avez ici, ils sont capables de créer des dizaines, voire des centaines d'expériences selon leur cas d'usage et leurs besoins. Donc, parmi les cas d'usage mis en place chez Alstom, il y a des formations notamment sur la sécurité, l'onboarding d'un centre d'excellence, sur Schneider Electric, des formations de sécurité qui ont été déployées sur quelques dizaines de sites en Europe,
ou sur PSA, des formations d'onboarding qui permettent de mieux préparer les opérateurs à leur nouvel environnement de travail et donc de moins impacter la zone de production. Donc, je vais maintenant laisser la parole bien donc, de notre partenaire Saint-Gobain pour qu'il puisse expliquer le cas que l'on a fait ensemble. Merci Hugo. Bonjour à tous. J'espère également que vous m'entendez correctement. Donc, je suis Brendan Lebihan, je suis responsable de projet formation pour Campus Pro, le centre de formation de Saint-Gobain, distribution bâtiment France. Et j'ai pour mission le développement de supports et d'outils digitaux au service de la formation. Et donc, j'ai en charge le déploiement de la réalité virtuelle pour Campus Pro. Ce que je vous propose aujourd'hui, bon, simplement de vous remettre quelques éléments de contexte sur Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, Campus Pro, avant de vous présenter deux expériences sur lesquelles nous avons avancé en réalité virtuelle avec l'outil Uptail. Ensuite, je pourrais vous proposer un retour d'expérience suite à nos différentes expériences mises en place. Et ensuite, un temps sera dédié à vos questions pour qu'on puisse y répondre. Donc, sur Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, c'est une filiale de Saint-Gobain spécialisée dans la distribution des matériaux de construction. On a environ 22 000 collaborateurs en France, répartis dans 10 enseignes qu'on voit apparaître à l'écran. Point P étant notre enseigne généraliste et les autres entités étant plutôt des spécialistes sur divers domaines de la construction. Et on compte environ 2000 points de vente en France, toujours. Pour Campus Pro, donc c'est le centre de formation interne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, donc de ces 22 000 collaborateurs. Et pour vous donner quelques chiffres, nous avons 3 centres de formation en France, un à Aubervilliers, un à Arles près de Marseille et un à Rezé près de Nantes. On dispose de 3 plateaux techniques puisque les formations techniques représentent une grande partie des formations que l'on propose dans nos centres de formation. Et ces plateaux techniques permettent de mettre en pratique les concepts et les notions abordées en cours, en stage. Et on accueille environ 8000 stagiaires par an dans les campus. Et donc, pour faire le lien avec le sujet du jour, nous nous sommes dotés récemment de 36 casques de réalité virtuelle que nous avons disposés dans nos différents centres pour pouvoir diffuser de la réalité virtuelle dans le cadre de nos formations, notamment présentielles. Je vous ai également mis sur cette slide une idée de la répartition de nos différents domaines en nombre de stages en 2019. Donc, on voit qu'on intervient principalement sur 3 domaines que sont les domaines techniques sur nos produits, sur le management et la communication, sur le commerce et la vente. Une partie assez importante aussi de notre offre se focalise sur la QSE. On y reviendra tout à l'heure. C'est un enjeu important pour Saint-Gobain, Distribution Bâtiment France, mais aussi Saint-Gobain en règle générale. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a développé notre deuxième expérience sur ce sujet. Donc, pour créer cette offre de formation que je viens d'évoquer, on a en règle générale une relation tripartite qui se met en place entre Campus Pro, des experts métiers qui nous apportent plutôt le contenu et des prestataires pédagogiques. Donc, on en a environ 50 prestataires en contrat avec Campus Pro qui, eux, nous apportent cette expertise plutôt pédagogique et Campus Pro qui intervient donc en support sur la gestion de projet, la coordination du montage de ces formations. Pour ce qui est du digital, pour ce qui est du challenge relatif au digital pour Campus Pro, pour nous, je l'ai synthétisé sous la forme de cette phrase, c'est de proposer des parcours multimodaux et efficaces qui soient adaptés à nos métiers. Donc, sur le digital, effectivement, on développe une offre sur mesure, ça c'est important pour nous, et ça a justifié en partie le choix de passer par Uptail pour la création de la réalité virtuelle. On veut une offre sur mesure qui mêle différentes modalités de formation pour accroître l'efficacité pédagogique et l'ancrage mémoriel. Donc, on a démarré avec le e-learning et il y a d'autres modalités qui sont venues compléter les différentes modalités pédagogiques qu'on utilisait. On a commencé à s'intéresser à la réalité virtuelle en 2018 et on a eu l'occasion en 2019 de se lancer sur un projet et de pouvoir développer notre première expérience de réalité virtuelle qui a été livrée en mai.
Voilà, donc sur le panorama du digital, j'ai mis ici quelques-uns des supports phares sur lesquels effectivement on propose du contenu au format digital. Le e-learning, comme j'ai pu le mentionner, les vidéos sont aussi intégrées sur notre plateforme LMS et représentent une bonne partie de l'offre de formation que l'on propose, permettent notamment d'aborder beaucoup de sujets techniques de manière assez simple et accessible. On utilise des livrets interactifs, on a un serious game qui fonctionne aussi très bien dans le cadre de nos parcours certifiants. Le mobile learning est aussi une modalité qu'on essaye de pousser de plus en plus. Les classes virtuelles, notamment dans le cadre de cette crise sanitaire, sont en forte hausse en ce moment. On développe une offre importante sur le sujet. Des outils collaboratifs comme Klaxoon, par exemple, qu'on utilise en présentiel et en distanciel. Et donc, la réalité virtuelle, l'outil le plus récent en fait que l'on a mis en place et qui vient compléter cette offre de formation multimodale. Et donc, on a effectivement choisi Uptail parce que ça nous permettait de créer du contenu sur mesure et en autonomie. On y reviendra également. Je vous propose donc de vous présenter en quelques mots nos deux cas d'usage. Et avant d'arriver au contenu du premier cas d'usage, c'est de vous expliquer un peu ce qui a pu permettre le fait qu'on lance cette première expérience de réalité virtuelle. Et en l'occurrence, j'attribue ce lancement dans le sujet à deux éléments déclencheurs. Un groupe de travail motivé par des modalités pédagogiques innovantes. Donc effectivement, là, je parle bien des experts métiers qui reprenaient le sujet que l'on va évoquer tout à l'heure, qui étaient vraiment motivés pour revoir une formation avec des modalités pédagogiques innovantes. Et d'autre part, un expert pédagogique, un partenaire déjà autonome sur la solution Uptail, qui nous a donc proposé à la fois de nous livrer une expérience de réalité virtuelle à intégrer à cette formation-là, mais aussi de nous proposer un accompagnement pour devenir autonome, ce qui nous a séduit en fait dans l'approche pour pouvoir se lancer. Donc sur le premier cas d'usage, on est sur une séquence immersive qui est intégrée dans un déroulé de formation en présentiel sur le sujet global de l'environnement juridique du chef d'agence. Et on a sélectionné en fait un sujet précis dans ce déroulé pédagogique qui portait sur l'affichage des prix, les promotions et l'étiquetage. Et on a développé donc une expérience d'une douzaine de minutes pour accompagner les collaborateurs sur ce sujet qui n'est pas forcément le sujet qui les intéresse a priori le plus, parce qu'on avait des enjeux importants sur cette séquence, notamment en termes de sanctions dans le cadre d'un non-respect de nos obligations. Et on avait donc cet enjeu aussi de rendre la séquence un peu plus vivante, plus ludique pour favoriser les ancrages. Donc là, on voit apparaître à l'écran une séquence de cette formation, de cette expérience de réalité virtuelle. On est dans la peau d'un chef d'agence, dans un environnement connu qui est son agence, et on va être confronté à plusieurs situations pendant cette expérience qui vont faire appel à des connaissances que le responsable de magasin doit connaître et doit pouvoir se positionner pour réagir correctement. Il doit prendre des décisions et il le fait guidé par sa bonne et sa mauvaise conscience qu'on voit apparaître ici à l'écran et qui en fait vont aller le guider, le pousser à prendre les bonnes décisions sans qu'on lui impose un discours un peu autoritaire sur le sujet. On a aussi fait le parti ici de caricaturer les comportements qui pouvaient être observés dans la réalité du chef d'agence qui ne veut pas vraiment se saisir du sujet de l'étiquetage. Et donc, on essaie de le sensibiliser sur le sujet comme cela. Donc là, au clic sur son agenda, en fait, il a démarré sa journée et enclenché un ensemble de scènes dans lesquelles il va devoir prendre des décisions. Donc la deuxième séquence ici, c'est en fait, on est projeté dans une salle d'exposition d'une de nos agences, une des dernières salles d'exposition qui a été revue avec un nouveau format. Donc ça donne aussi l'opportunité à l'apprenant de voir nos nouveaux concepts commerciaux. Et là, on doit retrouver des étiquetages de différents produits dans cette salle expo et se positionner pour dire quelle est la bonne manière d'étiqueter un produit et sur quelle étiquette on trouve une erreur. Donc là, la question apparaît, le collaborateur a le temps donc de pouvoir identifier les erreurs potentielles. Et donc, il en sélectionne une et à ce moment-là, une séquence de la bonne et la mauvaise conscience se déclenche
Donc la caricature, en l'occurrence, là, c'est le chef d'agence qui se dit j'ai fait une erreur sur 3, c'est pas grand-chose, et la bonne conscience qui revient à la charge en lui disant attention, en termes de sanctions, par contre, ça peut être important, donc prenons le temps de le faire et posons-nous un peu sur le sujet sérieusement. Donc voilà pour cette première expérience. Pour la seconde expérience, on a été pour le coup sollicité par notre direction hygiène, santé, sécurité. Donc on a complètement changé de sujet. Et pour le coup, on se retrouve cette fois-ci dans la peau d'un nouvel entrant qui suit le chef d'agence le jour de son arrivée et qui va être confronté à différentes règles de sécurité et qui va donc être sollicité sur ces règles-là pour qu'on puisse en faire une présentation succincte mais précise et contextualisée dans nos environnements. Donc le développement, le but de cette expérience, c'est bien de déployer un message clair et homogène sur le sujet de la sécurité en agence qui est prioritaire pour nous. Au plus proche des environnements réels. On voit ici qu'il y a, là en l'occurrence, on est chez Point P, il y a le camion Point P, les contextes sont respectés, et de remettre du sens aussi derrière des règles fondamentales en sécurité chez HDB France. L'idée, c'est pas simplement de donner la règle, mais au travers des situations, essayer de faire comprendre pourquoi est-ce qu'elles existent et pourquoi est-ce qu'il est important de les respecter. Voilà, donc là, on voit à l'écran apparaître la manipulation des objets 3D qui était une nouveauté proposée par Uptail à l'époque où on a lancé cette expérience. Donc, on essaye aussi, autant que faire se peut, de se saisir des nouvelles fonctionnalités présentées par l'outil, qui sont assez récurrentes. Donc, voilà, on essaye d'enrichir nos expériences avec ces nouvelles fonctionnalités-là. Voilà, donc juste pour finaliser sur la présentation de cette expérience-là, on a un lancement prévu à la rentrée. Le Covid a effectivement pas aidé à pouvoir tenir le planning, mais en tout cas, l'expérience est quasi prête et sera bientôt livrée. En termes de déploiement, là, on a eu deux cas différents. C'est-à-dire que dans le premier cas, on avait effectivement une séquence intégrée à de la formation présentielle. Et donc là, on a accompagné l'équipe des formateurs qui intervenaient sur ce sujet pour pouvoir faire passer cette expérience de réalité virtuelle. Dans le cas de la sécurité, on est sur un déploiement que l'on prévoit dans les sièges, notamment, de nos entités, qui vont s'équiper de cette solution-là et qui vont faire vivre ça aux nouveaux intégrants, aux nouveaux arrivants dans le cadre de leur journée d'intégration. Sur la question du déploiement, le choix qui a été fait du côté de Campus Pro et de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, ça a été dans un premier temps de mutualiser la licence au niveau de Campus pour Saint-Gobain, de s'équiper sur nos campus dans un premier temps au moins, et ensuite de pousser à l'équipement de nos régions sur des casques de réalité virtuelle. Et donc, de créer en autonomie des contenus. Ça a été un élément fort aussi dans le choix de la solution et dans notre mode de fonctionnement. C'est très important qu'on fonctionne comme ça. Et on réfléchit donc aujourd'hui à une offre à proposer à nos entités pour les rendre elles-mêmes autonomes sur le sujet de la réalité virtuelle et potentiellement en les accompagnant dans une première expérience avant de leur donner des accès au back-office, entre guillemets, et aux fonctionnalités de développement d'une expérience de réalité virtuelle. Et donc, je vous propose simplement, je vais aller assez vite sur ce sujet, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, des retours d'expérience en fonction des différentes étapes en fait, de création de la réalité virtuelle. Et au travers de notre expérience, on a pu déterminer quelques éléments qui faisaient que l'outil facilitait le fait de faire de la réalité virtuelle et d'autres points sur lesquels il faut être vigilant lorsqu'on se lance dans cette expérience-là. Donc sur la rédaction du storyboard, qui est la première étape, la plus importante et la plus structurante de la création d'une expérience de réalité virtuelle, on a effectivement avec Uptail un outil de création et de collaboration qui simplifie vraiment cette étape-là, qui la structure et qui nous aide à préparer le tournage effectivement avec des fonctionnalités qui nous permettent dès la phase de storyboard de préparer cette phase de tournage. Et on a un outil qui fonctionne en ligne et qui est toujours accessible. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant.
Sur la rédaction du storyboard, toujours, les points de vigilance, pour le coup, c'est la constitution du groupe de travail avec lequel on va avancer sur le sujet en termes de nombre, d'expertise et de disponibilité. Ça, c'est essentiel d'avoir le bon groupe de travail pour avancer correctement. Faire varier les activités et ne pas tomber dans une simple visite virtuelle. Notamment dans le cadre du learning, c'est vraiment important d'avoir des activités pédagogiques qui permettent de monter en compétences et favoriser les apprentissages. Et le troisième point que j'ai mis dans les points de vigilance, c'était d'être synthétique et de respecter le timing préconisé dans le cadre d'une expérience de réalité virtuelle pour maintenir le taux d'attention et aussi pour que ce soit supportable pour les collaborateurs le temps d'exposition à l'écran. Sur la phase du tournage, le principal point positif sur cette étape-là, c'est qu'on a quand même peu de matériel nécessaire pour produire une expérience, encore une fois, sur mesure. Donc, on a une caméra, un micro qu'il faut simplement savoir faire marcher ensemble. Et ensuite, le tournage se fait assez facilement. Par contre, faire du sur-mesure, ça veut aussi dire, en règle générale, le faire avec nos collaborateurs, qui sont pas forcément des acteurs, qui sont pas des acteurs professionnels. Et donc, du coup, le point de vigilance porte sur ce sujet, sur l'aspect tournage. Pour le montage, on a encore une fois effectivement ce travail en ligne qui est accessible, qui rend l'outil accessible de partout. Et ça, c'est vraiment confortable de pouvoir s'y reprendre à plusieurs reprises pour monter une expérience, et quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve. Et donc, ce lien entre le storyboard et le montage que j'ai déjà évoqué, qui facilite cette étape-là de montage et d'enrichissement avec les activités pédagogiques. Et évidemment, le fait que l'on travaille en ligne nécessite d'avoir une bande passante Internet suffisante. Et dernier point, donc sur la diffusion, on a avec Uptail une application référencée par Oculus qui est simple à installer sur les casques, simple à utiliser par la suite. Je rajouterais, et là je l'avais pas mis sur la slide, mais effectivement toutes les options de reporting qui sont assez importantes juste pour savoir si l'expérience a du succès, mais plus précise, enfin encore plus je trouve dans une dynamique d'amélioration continue. On a des éléments qui nous permettent de voir ce qui a vraiment été visualisé par l'apprenant ou ce qui a plutôt été passé vite, qui nous permet de revenir sur une expérience pour l'améliorer. Et donc sur cette étape de diffusion, le point de vigilance, ce sera d'accompagner à la fois les apprenants et les intervenants, les formateurs qui vont dispenser cette modalité sur la prise en main du matériel, qui est quand même un matériel nouveau, le casque de réalité virtuelle. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec au début. Et pour que ça fonctionne bien, il faut effectivement une bonne maîtrise de cet outil-là. Voilà, donc pour juste vous donner quelques perspectives sur notre usage de la réalité virtuelle chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, l'objectif pour nous, c'est vraiment de rendre la réalité virtuelle accessible avec, comme je le disais tout à l'heure, la mutualisation de la licence, l'accompagnement par Campus Pro des entités. On veut proposer des expériences clés en main parce que ça peut être une demande de certains de nos clients internes, et aussi un accompagnement pour devenir autonome parce que ça a vraiment du sens de pouvoir diffuser facilement des expériences qui sont ancrées dans nos contextes. En termes de perspective, dans les domaines d'usage aussi, on tend a priori, dans les premiers éléments qui nous parviennent, à diversifier les applications et les domaines dans lesquels on veut utiliser cette modalité, avec par exemple le recrutement pour une de nos entités, mais ça peut aussi être des questions autour de la marque employeur, des soft skills qu'on n'a pas encore expérimenté, ou des hard skills. Chez nous, je dirais plutôt le domaine technique produit, par exemple. Donc voilà, en conclusion, la réalité virtuelle aujourd'hui, on a commencé avec voilà, 2 expériences. On est en cours de lancement et même de pérennisation de cette modalité-là. Mais en tout cas, nos 2 premières expériences ont validé le fait que c'était une modalité qui était complémentaire à toutes les modalités digitales qu'on propose aujourd'hui, qu'elle nous permet et qu'elle s'ancre en fait tout à fait dans notre stratégie de contenu et donc de créer du contenu sur mesure, efficace et adapté à nos contextes. Voilà, j'espère que j'ai été clair et de toute façon, je suis à l'écoute de vos questions. Merci Brendan pour toute cette présentation très
très pratique. Effectivement, on commence à avoir pas mal de questions dans la partie questions. Alors, je vous laisserai y répondre peut-être. Donc, il y a des questions qui sont très techniques, technologiques, donc notamment sur le choix des casques. Quel type de casque de réalité virtuelle utilisez-vous? Est-ce qu'il y a des Ouais. spécifications nécessaires? Et également sur la bande passante, peut-être les conditions un peu techniques et technologiques qui sont requises pour pouvoir bénéficier de ce type d'expérience. Alors, je ne sais pas du coup si c'est moi ou Hugo qui suis le mieux placé pour y répondre. Hugo, je te laisse peut-être y aller, je compléterai au besoin. Oui, ben, je peux commencer, bien sûr. Alors, les casques il y a plusieurs fabricants de casques de réalité virtuelle avec lesquels l'application Webtel est compatible en tout cas. L'un des plus connus, c'est évidemment Oculus. Et récemment, il y a des fabricants tels que Lenovo et Pico qui ont aussi sorti des casques de réalité virtuelle à destination des entreprises. Donc, ça va être vraiment les trois modèles les plus courants. Après, on a aussi des clients qui utilisent le smartphone dans un casque en plastique ou en carton qui vient un peu remplacer, qui est une solution d'appoint au casque de réalité virtuelle, mais qui permet une immersion moindre, mais quand même meilleure que sur son écran. Donc ça, c'est vraiment voilà, les trois fabricants sur lesquels l'application Webtel est disponible. Et au niveau de la bande passante, il faut savoir que sur nos applications, que ce soit sur casque ou sur PC, sur mobile, il est possible de télécharger les expériences pour pouvoir les jouer offline. Donc, on n'a pas forcément besoin du Wi-Fi en permanence. On peut les jouer offline, on peut les télécharger sur une tablette et les distribuer à un groupe d'apprenants aussi. Donc, vous allez forcément avoir besoin d'Internet au moment où vous faites la diffusion, où vous faites les mises à jour, mais pas forcément au moment où vous faites votre formation. Vous pouvez vous préparer à l'avance. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Je pense. Après, on a d'autres questions qui sont plus du point de vue utilisateur apprenant, notamment est-ce que par rapport à des utilisateurs seniors, est-ce qu'il n'y a pas le fait d'utiliser ces technologies peut pas être un peu discriminant? Après, on avait la question aussi des langues. Est-ce que les supports utilisés dans le cadre de la réalité virtuelle peuvent être aussi utilisés en plusieurs langues? Et est-ce que vous avez eu des retours d'expérience? Là, ça s'adresse peut-être plus à Brendan sur justement ces expériences que vous avez commencé à déployer. Quels ont été les Ouais. retours des collaborateurs? Bah, du coup, ça va aussi faire le lien, je pense, avec la première question qui interrogeait les générations qui peuvent être ciblées par cette modalité-là. En l'occurrence, on s'est posé la question, mais je pense que la réelle problématique, elle est moins d'ordre générationnel ou d'âge que de pathologie qu'un collaborateur pourrait avoir. Il y a effectivement certains collaborateurs qui développent des inconforts quand ils sont dans un casque de réalité virtuelle, mais c'est pas forcément lié à l'âge. Nous, justement, sur le premier sujet sur lequel on a déployé la réalité virtuelle, on s'adresse à des chefs d'agence, donc des responsables de magasins. En l'occurrence, on a vraiment un panel d'âge assez large et on a 100% des collaborateurs qui sont allés au bout de l'expérience qu'ils ont visualisée. Donc, en fait, la seule vraie barrière qui existe, c'est une pathologie qui pourrait expliquer qu'on ne le supporte pas. Après, il y a de la réticence de certains parce que c'est un outil inconnu, parce qu'il y a des préjugés parfois aussi sur ce que ça peut engendrer de mettre un casque. Mais en règle générale, les gens sont plutôt rassurés dès l'instant où ils l'ont sur la tête. Et en termes de prise en main, moi, je parle simplement pour Oculus Go parce que c'est les seuls outils qu'on a utilisés, mais c'est vraiment simple, c'est vraiment assez ergonomique et intuitif à l'utilisation. Merci. La réponse complète, j'ai pas besoin de compléter. Je peux peut-être répondre sur les langues. Oui. Quand je parlais tout à l'heure des fonctionnalités, notamment des services cognitifs et des partenariats qu'on avait avec des entreprises comme Microsoft notamment, on a mis en place une fonctionnalité qui permet de traduire des expériences dans une quarantaine de langues différentes, quasiment en un clic. En tout cas, là, on vous fait une proposition de traduction, vous avez juste à la revoir après et vous allez pouvoir en une demi-journée dupliquer votre module dans plusieurs autres langues, que ce soit au niveau des textes, des sons, enfin des voix aussi. Voilà.
vraiment c'est quelque chose qui est au cœur du déploiement à l'échelle qu'on propose à nos clients. Donc, ça fait partie intégrante de la solution. Ouais. Merci. Après, d'autres questions, alors plutôt sur les modalités pratiques, sur le temps qu'il a été nécessaire pour mettre en place cette expérience, enfin peut-être donner un ordre d'idée sur le temps pour le déploiement de l'origine jusqu'à la mise en place donc, de ces expériences. Ouais, donc sur la première expérience, comme je le disais, on a été accompagné d'un prestataire pédagogique qui était déjà équipé de la solution et qui maîtrisait cet outil déjà bien et qui nous a permis de développer l'expérience tout compris en 4 mois. Et donc, dans le même temps, nous a proposé la formation. Donc, au bout de 4 mois, on avait une expérience développée et des compétences pour pouvoir reprendre le sujet en interne. Sur le deuxième sujet de la sécurité, entre le Covid et le point de vigilance que j'ai donné tout à l'heure sur la constitution du groupe de travail et leur disponibilité, on est plutôt aux alentours de 6 mois. Par contre, on réfléchit nous aujourd'hui à optimiser ce temps-là et à proposer des accompagnements à nos entités sur des temps proches de 3 mois. Si on est dans des dispositions optimales, on estime que c'est environ 20 jours de travail et donc on pourrait viser un objectif d'1 mois lorsqu'on s'assure que tous les membres du groupe de travail sont disponibles pour avancer aussi vite que nous en fait. Voilà. Si je peux donner un élément pour compléter, effectivement, on a un réseau de partenaires qui sont formés à notre solution. On est aussi capable de co-créer des contenus avec certains de nos clients, donc ce qui n'était pas le cas pour l'expérience que vous avez aujourd'hui. Nous, on a développé une méthodologie qu'on essaie de pousser qui permet de créer des formations en 5 jours ou en 10 jours, sous effectivement la condition qu'on ait à la fois les bonnes personnes réunies, les lieux, le tournage. Donc, on essaie vraiment de diminuer l'effort pour créer le premier module et que ça devienne une habitude, quelque chose qui prend le moins d'efforts possible à un groupe pour créer des nouveaux modules et pouvoir se dire qu'elle va pouvoir créer des dizaines de modules, digitaliser un maximum de savoir-faire sans que le lancement d'un projet lui fasse peur. Voilà. Donc c'est une méthodologie qu'on transmet aussi directement à nos clients. Merci. Alors, côté plutôt technique, mais formation cette fois-ci, en termes d'émargement et de prise en compte des heures passées en réalité virtuelle, est-ce qu'il y a des précautions ou est-ce qu'il y a des règlements par rapport à ça? Alors la question s'est pas posée pour nous parce que on a toujours intégré cette séquence pédagogique dans le cadre d'un parcours de formation en présentiel. Donc en fait, on va émarger pour la journée globale, mais pas pour l'expérience seule de réalité virtuelle. Je pense que par contre, après, si effectivement on veut pouvoir le faire suivre comme de la formation, il faut mettre en place les solutions d'émargement. Pour le moment, on n'a pas encore investigué cette question. J'imagine que l'intégration peut-être sur un LMS pourrait permettre, de la même manière que pour les learning, de suivre les connexions de manière individualisée, donc avec une connexion directe entre Uptail et la plateforme LMS. Hugo, je sais Oui, pas si… Oui, c'est exactement la réponse que je voulais donner. Pour répondre à ce besoin, un certain nombre de clients nous demandent de nous intégrer avec des LMS, dont certains que tu as cités, Malvina, tels que Cross Knowledge. Donc, quel que soit le LMS utilisé, on va pouvoir faire remonter le temps passé par apprenant dans une formation, son score, potentiellement des informations supplémentaires du nombre d'interactions, en fonction de ce qui est demandé, mais il y a au moins le minimum nécessaire au suivi d'une formation classique dans LMS. D'accord. Autre question, peut-être aussi en fonction des supports, c'est sur la remise à jour des supports de formation qui auront été créés via la plateforme. Comment est-ce que c'est possible au fur et à mesure du temps? S'il y a des nouvelles réglementations dont il faut tenir compte, est-ce que c'est possible ou on peut plus du tout revenir dessus? Alors, techniquement, on peut revenir dessus. On a en fait un enchaînement de séquences qui se présente dans l'outil un peu comme un déroulé de PowerPoint. Donc, on pourrait revenir sur une des séquences de l'expérience pour aller la tourner à nouveau et y intégrer de nouveaux éléments. Si on est uniquement sur les éléments d'interaction tels que les quiz, les éléments texte qui pourraient apparaître, ça peut être fait directement
dans le back-office. Donc, en fait, une expérience, elle n'est pas figée dans le temps. Et ça, c'est effectivement, ça peut avoir un intérêt quand on a du contenu à mettre à jour régulièrement. Ouais. Merci. Et là, plutôt peut-être pour Hugo, des questions aussi précises sur l'utilisation des objets 3D. Est-ce qu'il y a des contraintes? Quelles sont, peut-être si tu as d'autres exemples à donner de manipulation d'objets ou de machines 3D dans un contexte industriel? Oui, alors effectivement, il y a des contraintes, ne serait-ce du fait qu'on une solution qui doit fonctionner aussi sur le web. Donc, on va avoir certains types de formats d'objets 3D qui vont être supportés. Donc ça, je vous invite peut-être à en discuter avec moi un peu plus précisément. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de rentrer dans les détails. Donc, il faut avoir le bon format d'objet 3D. Et ensuite, au niveau, il ne faut pas avoir des objets 3D évidemment trop lourds. C'est-à-dire que si votre expérience fait plusieurs gigas de données d'objets 3D, ben, on va avoir des difficultés à la diffuser à grande échelle. C'est quelque chose qui est très bien supporté dans la plateforme. Et au niveau des manipulations qui sont faites, nos clients l'utilisent soit pour donner un peu de réalisme à certains objets, pour pouvoir, sur des formations, sur des produits, pour pouvoir bien faire le tour du produit, pouvoir entrer dedans, comprendre comment il est conçu, ou pour, par exemple, de la recherche de défauts. On va pouvoir sélectionner différentes pièces, les faire tourner devant nous et s'identifier laquelle est la bonne en fonction de la situation donnée et de sélectionner ou de positionner au bon endroit la pièce en question. Voilà quelques exemples. D'accord. Et une autre question sur d'autres cas d'usage, sur des soft skills. Est-ce que vous avez déjà développé des expériences autour de soft skills? Oui, bah, je sais c'est dans votre roadmap de l'année. Nous, on en a une qui est notamment publique, qui permet de s'entraîner à passer des entretiens. Donc, on est capable de la faire, que ce soit du point de vue de la personne qui est recrutée ou du recruteur. On a des formations pour les vendeurs, d'accueil client, de vente de produits divers, technologiques ou de luxe en magasin. On en a fait une notamment qui est sur le comment vendre avec un masque en conditions Covid, donc très actuel aussi. Donc beaucoup, soit sur les notions de vente, de négociation, de relations clients, également sur des notions RH. Et on a quelques clients qui sont assez sensibles à des formations sur la diversité, par exemple, donc sensibiliser les collaborateurs à la diversité, aux risques en entreprise, voire à la relaxation même. D'accord, Donc ça, c'est merci. vraiment, on a quelques modules qu'on propose sur étagère, que je vous invite à aller voir sur notre site web. Et sinon, bah, nos clients sont assez créatifs pour créer des contenus sur les soft skills. Merci. Et peut-être dernière question toujours sur les retours d'expérience de la part des utilisateurs, des collaborateurs, et peut-être aussi sur la mesure de l'efficacité. Est-ce que vous avez déjà eu des retours? Alors, je sais que c'est assez récent, mais soit Brendan, peut-être toi Hugo, par rapport à d'autres clients. Nous, on a plutôt eu effectivement des retours à chaud et plutôt informels. On n'a pas encore bien étudié les KPI pour avoir des données chiffrées sur le sujet. En tout cas, sur la satisfaction, l'appréciation de la modalité, on a quand même des bons retours. Et ce qui est important, c'est à la fois du côté des stagiaires, ce qui est le principal, mais même du côté des intervenants. Ils y trouvent vraiment une valeur ajoutée pour faire passer des messages. Donc voilà, ce que je peux dire pour notre part. Ok, bah, je peux compléter du coup sur un panel de clients. Effectivement, on mesure les KPI de différents niveaux, que ce soit au niveau des réactions à chaud des apprenants, leur satisfaction, leur confiance pour mettre en pratique les compétences acquises, donc qui vont pouvoir être mesurées potentiellement par des quiz directement dans l'outil. Et on a des clients, on a mesuré des KPI un peu plus business, on va dire, avec des ROI qui vont être, par exemple, j'en ai présenté un petit peu au début, mais ça peut être une réduction du temps d'intégration nécessaire pour un nouvel employé, une réduction des coûts d'onboarding, une diminution des coûts des visites de sécurité, par exemple, voire une réduction du nombre d'accidents sur les cas où on va
former sur des pratiques sur la sécurité et la safety dans des milieux dangereux. Donc c'est vraiment ça peut être des coûts logistiques aussi, effectivement. Et on essaie vraiment de se mettre d'accord avec nos clients qui déploient sur les KPI qu'ils veulent mesurer. On va les aider à les mesurer. On va se mettre d'accord sur la manière de le faire pour arriver à ce type de ROI. D'accord, merci. Et alors, dernière question, parce que le flux est assez continu, mais je vois que c'est quand même une question importante. La question du coût et du budget, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Oui, oui, bien sûr, je peux en dire quelques mots. Il y a plusieurs choses hein, dans ce que vous voulez vous mettre à l'immersive learning, notamment avec Uptail, notamment du fait qu'on n'est pas une agence de création de modules uniques. Il y a vraiment cette notion de plateforme complète qui va vous permettre d'aller sur la voie de l'autonomie et de la transformation. Donc, il y a la partie plateforme et la partie contenu. Sur la création de contenu, si vous voulez faire appel à nous ou à des partenaires, on est sur le même ordre de grandeur que des contenus e-learning, finalement, au niveau du coût, du budget. Et sur les options de licence de notre plateforme, donc on est plutôt une solution à destination des groupes qui veulent diffuser à large échelle et on va démarrer autour de 12 000 €. Merci. Merci à tous les deux pour votre témoignage très intéressant. Merci aussi à tous les participants de ce webinaire. Merci pour vos questions. J'espère que, en tout cas, cette présentation a permis de répondre au plus grand nombre de vos questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours écrire donc à notre adresse Top Employeur et nous relayerons les questions s'il y a d'autres questions à l'issue de ce webinaire. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Merci, au revoir.